Bonjour mesdames et messieurs, je suis l'agent 000 et ma mission aujourd'hui est de vous parler de Permis de tuer, ou License to Kill en version originale. Il sort à Londres le 13 juin 1989 et le 16 août en France. Le film est assez particulier puisqu'il ne s'inspire pas vraiment d'un récit de Ian Fleming. Il y a bien quelques scènes tirées de Vivre et laisser mourir, mais sinon c'est un scénario entièrement original. En 1987, après la sortie de Tuer n'est pas joué, les scénaristes Michael Wilson et Richard Maibaum voulaient créer une intrigue plus sombre, spécialement pour le 007 de Timothy Dalton, et trouver des lieux encore inexplorés par James Bond. À la base, le film devait se dérouler en Chine. On a abandonné l'idée, la trouvant moins originale et surtout manquant d'argent. Moi je crois qu'il est grandement temps de réduire les frais. C'est donc finalement à Mexico que l'histoire prit place. Felix Leiter, agent de la CIA et bon ami de James Bond, va bientôt se marier. Mais avant la cérémonie, ils sont tous deux confrontés à Frank Sanchez, un trafiquant de drogue haut placé. Ils réussissent à le capturer, mais Sanchez a plusieurs contacts à l'extérieur. Ceux-ci assassinent la future femme de Leiter et font mutiler ce dernier par un requin. Assoiffé de vengeance, James Bond mènera donc une enquête sans merci et sans personne. Son enquête n'étant pas officielle, M craint que les retombées soient catastrophiques. Pour éviter les dégâts, il lui révoque son permis de tuer. Je trouve que ce film est l'un des pivots centraux de la série. C'est un épisode qui marque la transition entre le vieux James Bond et le nouveau. Ouais, j'aurais bien vu Pierce Brosnan dans ce film, ça lui aurait bien collé je trouve. Mais bon, malgré ce changement de ton dans l'intrigue, le film reste vraiment prenant quand même. Il est plus cru, plus violent, plus moderne et donc, par la même occasion, plus immersif. Mais les ingrédients indispensables d'un bon 007 sont de retour. Le côté espionnage qui rappelle l'époque de Sean Connery, ou encore les gadgets complètement loufoques de Q, comme ce réveil matin explosif. Réveil matin explosif, garanti pour ne jamais réveiller son utilisateur. Il y a aussi une scène où 007 fait du ski nautique, avec un avion. La cascade fut effectuée par le skieur professionnel David Reinhardt. Rassurez-moi, je ne suis pas seul à ne pas le connaître, hein. Et la scène pré-générique pète vraiment la classe, celle où James Bond se jette sur l'avion de Sanchez. Je vous l'ai dit, ce film pète la classe. Bon, pour vrai, l'avion avait été fixé sur une rampe à quelques mètres du sol. Timothy Dalton était réellement suspendu à l'hélico par contre. À la base, c'était un réel cascadeur qui devait le faire, mais Dalton a insisté. Au grand désespoir du producteur Albert Broccoli. And Cubby drove up in his limousine and got out with a big cigar and looks over and looked at me and looked at Timothy flying in and realized that Timothy was flying into this helicopter and goes, "What the hell are you doing? I'm paying you to be up there. Get him down here. He can't get hurt, you know." Ah, mais c'est rien ça. Pour les autres plans, le cascadeur Jake Lombard était lui aussi suspendu à un hélicoptère. À plus de 100 pieds au-dessus du sol. C'est la scène où Bond doit s'agripper à l'avion, bordel de merde. Et après, il va se parachuter pour arriver au mariage de Félix. Il embrasse même la future femme de son meilleur ami. Et il le fait même devant lui. Ouais, il y a plusieurs petits trucs comme ça dans le film qu'on ne comprend pas trop. Félix, il en a rien à foutre que sa femme embrasse d'autres hommes. C'est une coutume, la mariée embrasse toujours son témoin. Sinon, il y a cette scène de dépressurisation que je n'arrive jamais à comprendre. Sanchez enferme l'un de ses associés dans une chambre de décompression, et puis... Under pressure. La tête gonfle comme un ballon. Mais techniquement, les os de la tête ne peuvent pas prendre d'expansion. Ils sont solides. Cette scène n'a aucun sens. Mais je dois avouer qu'elle est vraiment cool. C'est notamment à cause d'elle que le film a été classé 13 ans et plus lors de sa sortie, le premier film de la saga à avoir une telle classification. Les personnages sont aussi très marquants dans cet opus. J'adore ce qu'on a fait du personnage de 007, à bout de nerfs, sur le point d'éclater. L'idée de le confronter également au MI6, c'était une idée géniale, et Dalton donne tout ce qu'il a. Sa prestation est nettement meilleure que dans le film précédent. J'aurais adoré qu'il en fasse un troisième, mais bon, la vie en a décidé autrement. La Bond Girl, Pam Bouvier, est jouée par l'actrice Carey Lowell, et elle fait très élégante comme Bond Girl. Elle n'est pas trop idiote, plutôt jolie, enfin bref, c'est bien joué. Et Frank Sanchez est interprété par le bad guy de l'époque, Robert Davi. Y a pas à dire, Davi est Sanchez. Il paraît même qu'après le tournage, il sortait dans les rues de Mexico en se prenant vraiment pour lui. Il ne sortait jamais du personnage. Et son homme de main, Dario, est joué par nul autre que l'acteur Benicio del Toro, qui à l'époque n'avait pas la même notoriété qu'aujourd'hui. Le réalisateur John Glenn revient pour la toute dernière fois au sein de la série des James Bond.
Il a réalisé tous les James Bond depuis Rien que pour vos yeux en 1981, donc tous les James Bond des années 80, et la plupart sont bien. J'ai dit la plupart. Et à mon avis, sa meilleure mise en scène est celle de Permis de tuer. De tous les James Bond qu'il a fait, celui-là possède la réalisation la plus soignée. Il y a moins d'erreurs de raccord et l'ambiance reste constante. Malgré les longs développements sur certains éléments, le long métrage reste fort prenant du début à la fin. Glenn joue beaucoup sur le suspense dans celui-là, mais laissant un peu de côté l'humour habituel de la saga. Ce qui n'est pas plus mal au bout du compte. Le film est peut-être plus sérieux, mais merde qu'il est bon! Je pourrais cependant me plaindre du visuel qui, comparé à Tuer n'est pas joué, semble moins travaillé, voire même plus artificiel. Heureusement que les paysages viennent compenser tout ça. Ils sont l'essence exotique des films de James Bond, et dans Permis de tuer, ils en mettent plein la vue. L'équipe de tournage en a également vu de toutes les couleurs lors de la dernière scène. C'est la scène de course-poursuite en camion dans le désert, vous vous souvenez? On possédait en tout 16 camions et bordel, ils étaient maudits. On raconte que pendant la nuit, ils avançaient tout seuls, et que celui-là n'était pas du tout censé s'écraser comme ça. Un lance-roquette avait spécialement été désigné pour la scène. Le problème, c'est qu'à 4 km de là travaillait un réparateur de lignes téléphoniques. Et putain, la roquette s'est rendue jusqu'à lui. Pauvre gars. Mais bon, il s'en est sorti indemne, hein, il a rien eu. Bref, parlons de la musique. Après Tuer n'est pas joué, John Barry cessa toute composition pour la saga James Bond. C'est donc Michael Kamen qui fut engagé pour composer la bande originale de Permis de tuer. Et honnêtement, elle est géniale! Je crois que c'est lui qui se rapproche le plus de la sonorité de John Barry parmi tous les autres compositeurs qu'on a vus dans l'émission. Et la chanson titre est vraiment excellente. License to Kill, interprétée par la talentueuse Gladys Knight. Cette voix, putain, cette voix est incroyable! Got a license to kill! Non, c'est bon ta gueule, les gens ils en ont marre que tu chantes, alors abrège. Bref, malgré d'excellents ingrédients, Permis de tuer ne connut pas un grand succès. Il faut dire qu'il est sorti en même temps que des concurrents assez sérieux. Aux États-Unis, il s'en sort avec la somme de 35 millions de dollars, soit la recette la plus faible depuis L'Homme au pistolet d'or. Mais bon, il remporta quand même 157 millions à l'international. Un peu moins que Tuer n'est pas joué, mais toujours plus que Dangereusement Vôtre. Hélas, cet échec commercial n'était que la pointe de l'iceberg. Rendez-vous dans un mois pour la critique de GoldenEye. À la prochaine.